3 4x4 noirs se sont arrêtés devant les grilles de Sandringham à 9h15. C'était le 4 avril 2020, une date qui marque désormais un tournant pour la monarchie britannique. Pas de crise, pas de scène dramatique lors d'un dîner d'État officiel. Au lieu de cela, le conseiller juridique principal s'est avancé et a remis un document qui allait tout changer. Cette mise en demeure a frappé la famille royale comme une explosion silencieuse et calculée. La princesse Anne venait de priver la reine Camilla de l'aile ouest de la résidence royale. Elle n'a pas agi comme une sœur frustrée ou une parente mécontente. Elle a agi en vertu de l'autorité légale contraignante de la défunte reine Élisabeth II. Le mécanisme utilisé était la loi sur les domaines privés de la couronne. Il s'agit d'un outil juridique rare permettant à un exécuteur testamentaire de protéger un bien. Il s'applique lorsque l'intégrité historique d'un domaine privé était considérée comme menacée. À ce moment précis, la princesse Anne n'était plus seulement un membre de la famille royale. Elle était l'interprète du testament de sa mère. Ce point précis est au cœur du conflit actuel. Avant d'aborder la question des objets disparus et des frais juridiques, abonnez-vous, Crown Watch vous informe chaque semaine des développements rapides de l'actualité royale. Le conflit a débuté lorsque la reine Camilla a finalisé les plans d'une rénovation de plusieurs millions de livres sterling. Elle souhaitait transformer l'aile ouest de la maison royale en nouveau siège de la Fondation royale. Ce projet était sa mesure phare pour moderniser l'image administrative de la monarchie. Les entrepreneurs étaient déjà sur place et se préparaient à commencer les travaux. Ils se sont heurtés à une opposition juridique farouche de la part de l'équipe de la princesse Anne. Il ne s'agissait pas d'une simple demande polie, ni d'une lettre de protestation, mais d'une mise en demeure formelle qui a immédiatement stoppé tous les travaux. Le cœur du litige réside dans un espace précis, la salle 102. Pour le public, le salon bleu ressemble à n'importe quel autre bureau historique. Pour la famille, c'est un sanctuaire de mémoire et d'histoire silencieuse. C'est là que la reine Élisabeth a passé ses derniers instants de recueillement à Sandringham. C'est entre ces 4 murs bleus qu'elle a approuvé ses derniers documents d'État. Pour la princesse Anne, cette pièce n'est pas un simple bureau. Elle représente un élément précieux de l'héritage de sa mère. L'idée d'en faire un centre administratif animé était inacceptable. Anne considérait cette rénovation comme une ligne rouge à ne pas franchir. Un témoin a rapporté un échange glaçant entre le personnel et l'équipe juridique. Un intendant a demandé en vertu de quelle autorité ils interdisaient l'accès au personnel de la reine. L'avocat a immédiatement cité la loi sur les domaines privés de la couronne. Il a également mentionné les dispositions confidentielles spécifiques du testament de la défunte reine. Cette querelle familiale s'est transformée en un enjeu juridique majeur. En officialisant le différend, Anne a fait un geste stratégique. Le roi Charles ne peut plus simplement ordonner à sa sœur de se retirer. Pour revenir sur sa décision, il devrait remettre en cause les structures juridiques de sa propre famille. Ses conseillers l'ont averti qu'une telle décision serait catastrophique. La mise en demeure signifiée à Sandringham fixe une date butoir très précise. Tout doit être réglé avant le 21 avril 2027. Cette date symbolique, puisqu'elle marque le centenaire de la naissance de la reine Élisabeth II. Anne a donné au palais exactement 16 jours pour répondre à cette demande. Faute d'accord, l'aile ouest pourrait rester juridiquement gelée. Le cœur de Sandringham deviendrait alors une zone interdite. La reine Camilla serait de fait bannie du domaine privé de son propre époux. L'atmosphère au palais est désormais décrite comme une paralysie totale. Camilla se trouvait apparemment à Clarence House lorsqu'elle a appris la nouvelle. Selon certaines sources, sa réaction aurait été un mélange d'incrédulité et de fureur contenue. Elle a consacré des années à asseoir son influence et à façonner la fondation royale. Être exclue du domaine par sa belle-sœur est une humiliation publique. Elle n'aurait jamais imaginé qu'Anne utiliserait la loi de cette manière. Mais les observateurs se posent une question essentielle concernant cette décision soudaine. Pourquoi Anne a-t-elle choisi ce moment précis
pour lancer une action en justice. Un incident survenu dans la salle 102 a déclenché cette procédure d'urgence la semaine dernière. Selon des sources internes, il ne s'agit pas seulement d'un problème architectural, mais aussi des objets précis qui étaient déplacés. Pour comprendre ce blocage, il faut revenir sur les 18 derniers mois. Il ne s'agissait pas d'une impulsion soudaine ni d'un moment de colère. C'était une manœuvre défensive méticuleusement planifiée par la princesse royale. Les premiers signes de troubles sont apparus le 8 septembre 2024, date du 2e anniversaire du décès de la reine. Lors d'une réunion à Balmoral, Camilla proposa un vaste plan de modernisation. Elle souhaitait remplacer le personnel du domaine en poste depuis des décennies par sa propre équipe. Ses employés étaient fidèles à la reine Elisabeth depuis des décennies. Et sa sources proches du dossier remarquèrent que la princesse Anne était restée étrangement silencieuse pendant toute la durée de la proposition. En moins de 48 heures, Anne avait déjà contacté les principaux administrateurs de la succession. Elle a entrepris discrètement un examen approfondi de tous les dossiers de fiducie. Elle ne se contentait pas d'écouter les plans. Elle analysait de l'avenir. La tension dégénéra en confrontation directe en décembre 2025. Une vive dispute éclata au sujet de la correspondance privée de la reine défunte. Camilla soutenait que ces lettres devaient être déplacées pour une meilleure gestion. Un membre du personnel se souvient de la réplique d'Anne d'un calme glaçant lors de cette réunion. Ces documents appartiennent à l'histoire et non au service de presse. L'intendant Anne prit alors la décision sans précédent d'exiger un inventaire complet. Elle voulait que chaque objet de la collection Sandringham soit répertorié individuellement. C'était le premier signe qu'elle ne se fiait plus aux accords verbaux. Elle avait besoin de la protection d'un document écrit et légal. La situation devint véritablement explosive le 2 février 2026. Les conservateurs principaux découvrirent une importante anomalie dans les archives de Windsor. 3 bijoux emblématiques avaient été reclassés dans le registre numérique. Parmi eux figurait le légendaire et inestimable diadème de Vladimir. Ces objets ne figuraient plus dans la collection souveraine. Ils étaient désormais considérés comme des prêts personnels à long terme au bureau de la reine. Pour la princesse Anne, c'était le point de non-retour dans ce conflit. L'héritage n'était pas seulement déplacé, il était redéfini. Le point de rupture fut atteint le matin du 28 mars. Camilla ordonna de modifier les serrures de sécurité numérique. Elle souhaitait un accès sans surveillance aux appartements privés de l'aile. L'équipe juridique d'Anne réagit en 4 heures, en déposant une série d'injonctions. Les serrures sans format CTV n'ont jamais été changées par les entreprises ce jour-là. Au lieu de cela, toute l'aile a été placée sous quarantaine légale. Buckingham Palace est désormais soumis à un blackout total et silencieux. Chaque membre du personnel de direction a été contraint de signer de nouveaux accords de confidentialité. Il s'expose à des poursuites en vertu de la loi sur les secrets officiels s'il parle. Le roi Charles est actuellement assigné à résidence et fait face à un ultimatum juridique impossible à satisfaire. D'un côté, son épouse revendique le droit de gérer son foyer. De l'autre, sa sœur a présenté un dossier de précédent juridique. Ces documents pourraient priver le monarque de certains droits de propriété privée. Cela se produirait s'il ne parvient pas à protéger les mandats de la défunte reine. La question qui hante les couloirs du palais est simple et directe. Si Anne verrouille une aile, que révélera-t-elle d'autre? L'ancien code du silence royal semble définitivement rompu. Nul ne sait si les relations familiales pourront un jour être apaisées. Le fait qu'une princesse puisse s'opposer à une reine fascine. Dans la hiérarchie royale, le titre n'est pas toujours synonyme de pouvoir légal. Anne a donné une véritable leçon de maîtrise des subtilités du droit constitutionnel, elle a démontré que le véritable pouvoir de négociation réside dans la maîtrise des détails.
Les initiés qualifient son mécanisme 3 étapes de rempart infranchissables pour le domaine. La première étape a consisté à activer les administrateurs royaux. Anne n'a pas déposé cette plainte en tant que belle-sœur mécontente. Si tel avait été le cas, le roi aurait pu simplement la rejeter. Elle a agi en sa qualité officielle d'exécutrice testamentaire, un mandat à vie que sa mère lui avait confié, aux yeux du droit britannique. Anne n'est pas qu'une simple princesse. Lorsqu'elle signe ces documents, elle est la voix du souverain. Cette distinction bouleverse les rapports de force au palais. Ces directives deviennent juridiquement contraignantes, même pour le monarque régnant. La deuxième étape concerne la condition de déclenchement prévue dans les actes de fiducie. Certaines zones historiques de Sandringham sont classées comme espèces patrimoniaux. Le Salon Bleu bénéficie de cette protection juridique absolue. Ces actes contiennent une clause de sauvegarde très stricte et efficace. Toute tentative de modification de la destination de ces espaces déclenche une alarme. Cette suspension des droits s'applique automatiquement sans décision de justice. Lorsque Camilla a tenté de transformer les pièces, elle a déclenché ce système. C'est l'acte de moderniser l'espace qui a entraîné le blocage. La troisième étape constitue l'ultime dérogation légale au mécanisme de 1952. Sandringham étant une propriété privée, les règles de l'État ne s'y appliquent pas. Les directives de l'exécuteur testamentaire concernant la propriété privée prévalent sur les décisions administratives. Ce rempart ancestral empêche un nouveau pouvoir d'effacer le passé. Camilla peut gérer le foyer, mais elle ne peut pas annuler un testament. Les conséquences se sont fait sentir le 5 avril à midi. Une panne numérique a été imposée à l'ensemble du réseau de serveurs de Sandringham. Et tous les profils d'accès biométriques de l'équipe de rénovation ont été immédiatement désactivés. Les entrepreneurs arrivèrent dans l'après-midi et constatèrent que leurs codes d'accès étaient refusés. Mais se trouvaient sur le domaine royal, mais l'accès leur était légalement interdit. Le système de sécurité refusait tout simplement de reconnaître leurs clés numériques. Anne avait tracé une ligne de démarcation à l'encre indélébile. Elle a utilisé la loi pour protéger ce que la tradition ne pouvait plus. Si les portes restent verrouillées et les vannes politiques sont désormais ouvertes. La princesse royale a étendu son enquête sur le contenu du domaine. Elle recherche à présent un artefact disparu d'une importance capitale. L'enquête se concentre sur une unique boîte en cuir rouge, fabriquée artisanalement. Cette malle a été confectionnée par la légendaire maison Wickwar & Company. Il ne s'agit pas d'un simple bagage, mais d'un véritable coffre-fort. D'après les archives, elle contenait les manuscrits privés de la défunte reine. Ces documents comprenaient des journaux intimes et de la correspondance jamais destinée à être rendue publique. Des sources ont confirmé que la boîte avait disparu lors du dernier inventaire. Cette découverte a eu lieu suite à une inspection des pièces ordonnée par Anne. Une boîte contenant 70 ans d'histoire privée a disparu. La réaction à cette découverte a été rapide et très grave. L'équipe juridique d'Anne a demandé l'extraction complète des journaux de sécurité. Elle souhaite consulter les données de l'unité de protection d'élite, et plus précisément celle de la nuit du 27 mars 2026. Un membre du personnel a décrit l'atmosphère au palais comme suffocante. Anne aurait posé une question très troublante à un cadre supérieur. Pensait-on que les caméras seraient nancées? Cela laisse supposer que le retrait des objets était un acte systématique et planifié. On soupçonne le cabinet de Camilla de réécrire l'histoire royale. Il se pourrait qu'il retire des objets personnels intimes pour faire place à l'histoire. Contrôler les artefacts, c'est contrôler le récit futur. En déplaçant ces manuscrits, le cabinet de la reine pourrait faire taire la voix d'Élisabeth. Mais un piège juridique de taille attend les contrevenants. La plupart des objets conservés à Sandringham appartiennent à un fonds royal spécifique. Déplacer des biens appartenant à ce fonds
sans autorisation, constitue une infraction grave. Cette violation de confiance est passible de lourdes sanctions en vertu du droit britannique de la propriété. Si Camilla a autorisé cette destitution, elle s'expose à une crise constitutionnelle. Une telle situation est sans précédent dans l'histoire moderne de la monarchie. La colère du camp de la princesse Anne est désormais palpable. Elle a consacré sa vie à être la gardienne suprême du protocole. Pour elle, il ne s'agit pas d'un simple désaccord. C'est une profanation. La question qui hante les couloirs est simple, mais terriblement lourde de sens si le coffret de Wickwar n'est pas dans le coffre. Où est-il? À l'approche de l'échéance d'avril, les manuscrits sont devenus un ultime moyen de pression. Si les objets ne sont pas rendus, Anne pourrait prendre une mesure radicale, demander l'ouverture d'une enquête policière officielle. Dans ce cas même, une reine n'est plus intouchable. Au cœur de cette tourmente se trouve un roi épuisé. Charles n'était pas censé mener une guerre sur deux fronts. Il est actuellement en convalescence à Highgrove House. Officiellement, il se repose, mais officieusement, c'est un véritable centre névralgique. Il s'efforce de maintenir la stabilité avant les commémorations du centenaire. Le 21 avril est censé être un moment d'unité nationale. En coulisses, le roi est confronté à un choix qui pourrait déchirer la famille. Anne a acculé son frère, le privant de toute issue. Un courtisan a décrit son état comme une paralysie constitutionnelle totale. Le dossier présenté par Anne est juridiquement solide et extrêmement dangereux. Il ne laisse au roi que deux options catastrophiques. La première consiste à destituer formellement sa sœur. Cela nécessiterait un acte du conseil et une bataille judiciaire publique. L'image d'une princesse poursuivant le roi en justice serait un coup fatal. Elle anéantirait la continuité discrète que Charles s'est efforcé d'instaurer. La seconde option est aussi périlleuse pour la paix intérieure de son pays. Il pourrait prendre parti pour Anne et exiger que Camilla retire ses prétentions. Une telle action saperait publiquement l'autorité de la reine consorte. Elle signifierait que son pouvoir est subordonné à celui de l'ancienne garde. Une reine qui ne peut s'assurer une aile perdrait toute influence. Selon une source, Charles serait profondément affecté par la situation. Il aurait déclaré ne pouvoir ni expulser sa femme ni trahir sa mère. Cette phrase illustre parfaitement le sentiment d'impasse dans lequel se trouve le monarque. L'ampleur de ce conflit transparaît dans les comptes du palais. Les frais d'avocat liés à ce litige s'élèvent déjà à 450 livres sterling. Cet argent est épuisé dans les fonds personnels du roi. Des avocats constitutionnalistes facturaient et l'heure pour régler ce différend. Chaque livre dépensé ici est une livre perdue pour le centenaire. Cette situation engendre de vives tensions au sein du trésor royal. Alors que l'échéance approche, le roi est à court de temps. Sa sœur refuse de renoncer à son devoir sacré. Son épouse refuse de renoncer à son droit à la modernisation. À Highgrove, les lumières restent allumées tard dans la nuit. Les conseillers recherchent une troisième voie pour résoudre la crise. Ils ont besoin d'un compromis acceptable pour les deux femmes. Ce matin, aucun compromis de ce type n'avait été trouvé. On ne se demande plus si le roi tranchera. On se demande quand il passera enfin à l'action. Dans cette partie d'échec royal, le prochain coup est crucial. Il déterminera qui gardera les clés du domaine. Il déterminera aussi qui détient le véritable pouvoir derrière le trône. Que se passera-t-il si le roi choisit de ne rien faire? Le silence de Highgrove est le signe le plus inquiétant à ce jour. Alors que le compte à rebours de 16 jours commence, la famille royale se trouve à la croisée des chemins. Ce choix déterminera la monarchie pour les 100 prochaines années. Le blocus n'est pas qu'un simple différend familial temporaire. Il est le catalyseur d'une reconfiguration totale du pouvoir. 3 scénarios distincts sont actuellement débattus au sein du cercle restreint. Le premier et le plus instable est celui d'une guerre ouverte. Si Charles passe outre l'injonction, Anne publiera un second dossier. Ce dossier contient des preuves d'utilisation abusive des budgets du domaine. Un procès public entraînerait l'effondrement total de la monarchie. Il priverait l'institution de son prestige et de la confiance du public.
La seconde option est une paix froide négociée en secret. Camilla serait autorisée à occuper l'hôtel en tant que locataire. Cependant, elle n'aurait aucun droit de déplacer les objets. L'aile deviendrait de fait un musée géré par Anne. Cela préserve l'image publique, mais entretient les tensions. Le scénario le plus probable est une victoire sans appel pour Anne. Ce changement de cap est dû au prince de Galles. Selon certaines sources, William se serait secrètement rangé du côté de sa tante. Il souhaite préserver l'héritage historique et immaculé de sa grand-mère. Face à l'alliance entre l'héritier et la princesse royale Camilla est perdante. Elle pourrait être contrainte de reporter indéfiniment ses projets de rénovation. Elle pourrait se retirer en Écosse pour laisser retomber la polémique. Si cela se produit, nous assisterons à la formation d'une double dynastie. Charles et Camilla se chargeront des cérémonies et des dîners d'État. Mais l'âme de la monarchie sera entre d'autres mains. Anne et William deviendront les véritables gardiens de l'héritage. Cette affaire évolue plus vite que le palais ne peut la contrôler. Chaque heure apporte son lot de révélations choquantes. Un détail reste secret pour les avocates d'Anne. Il concerne le symbole le plus personnel du règne de la défunte reine. Sa bague de fiançailles, un diamant de 3 carats, a disparu du coffre-fort. La dernière signature numérique enregistrée pour ce coffre-fort date de récemment. Un coursier privé a été localisé dans un coffre-fort à Londres. Découvrir qui l'a prise pourrait mettre le palais en péril. La bataille juridique autour de la chambre Saint-II n'est que le début. Une lutte bien plus importante concernant l'héritage matériel se profile à l'horizon. Le monde entier observe pour voir qui détient véritablement le pouvoir. Seul l'avenir dira si la maison de Windsor survivra.